Chers amis de la matinale Tocsin, merci à vous d'être encore ce matin là, toujours fidèle au poste et à ceux qui viennent de nous rejoindre. Petit retardataire, mais ce n'est pas grave. Et ce matin, je reçois à nouveau, maintenant il est un habitué de Tocsin, Nicolas Battini. Comment ça va, Nicolas? Vous allez bien? Bonjour Nicolas, ça va très bien vous-même? Ben, je suis en pleine forme. Je vous reçois parce qu'il y a tellement de choses à dire et on n'oublie pas, bien sûr, nos amis corses parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Corse. Je vous ai appelé, Nicolas, pour nous parler aussi, déjà, dans un premier temps, de ces histoires d'enlèvement d'enfants en Corse. Je trouve ça très, très grave. Je trouve que les médias du continent n'en parlent absolument pas ou très peu. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ces histoires d'enlèvement? Vous avez fait des manifestations d'ailleurs à ce sujet, des rassemblements, hein. Ben, écoutez, c'est quelque chose de, en effet, particulièrement sordide qui s'est passé en Corse et qui est avéré, en ce que, vous Ouais. savez, il y a eu une mise en examen, hein. Oui. On a connu en Corse, dans un délai de 10 jours, Mmh. plusieurs histoires concomitantes à Ajaccio, donc dans le Ouais. sud-ouest de l'île, et Mmh. Bastia, le nord-est, Mmh. les deux grands pôles démographiques de la Ouais. Corse, dont l'un qui est mon lieu de résidence, j'habite à Ouais. Bastia. Mmh. Ajaccio, un homme a été interpellé, puis incarcéré et mis en examen Ouais. pour plusieurs tentatives d'enlèvement sur des enfants dans les quartiers Mmh. populaires d'Ajaccio. D'accord. Un homme qui s'appelle Bentafa Fouad, et plusieurs signalements avec dépôt de plainte ont été effectués dans la même semaine à Bastia. Alors Mmh. évidemment, ça soulève un certain nombre de questions. Déjà, un constat, c'est que ce sont Mmh. des faits totalement inédits encore. Vous savez, les questions Oui. d'insécurité en Corse, mais d'insécurité quotidienne, j'entends, qui ne Mmh. sont pas liées au grand banditisme, qui ont une autre dimension. Les questions d'insécurité quotidienne en Corse sont finalement nouvelles. En tout Mmh. cas, dans l'ampleur qu'elles prennent de plus en plus depuis un certain nombre d'années. Mmh. Cela provoque un certain nombre de débats et de Mmh. positionnements nouveaux aussi au sein du champ politique en Corse. Et Mmh. ce qui est tout à fait intéressant, c'est que l'on peut constater que pour des faits aussi graves, Mmh. la quasi-totalité du spectre politique en Corse est resté totalement muet, alors qu'un Mmh. certain nombre d'acteurs politiques en Corse s'expriment très souvent pour des sujets qui apparaissent totalement dérisoires à Mmh. côté de faits comme ceux que l'on évoque. Et il Ouais. est évident que le profil, y compris le profil ethnoculturel de la personne qui a été mise en examen sur Ajaccio pour ces faits-là, et des personnes qui sont Mmh. signalées sur les mêmes genres de faits, des faits similaires sur Bastia, n'est pas pour rien dans le silence d'une Mmh. classe politique qui, en Corse, globalement, eh bien, s'est alignée sur Ouais. tous les grands modes de comportement Mmh. de la gauche continentale et de la gauche occidentale, si j'ose dire. Dès Mmh. lors Mmh. que des suspects dans un certain nombre d'affaires, des suspects ou des mises en examen dans un Mmh. certain nombre d'affaires sordides ont un certain profil ethnique, Mmh. eh bien, il s'agit de se taire, il s'agit de ne rien dire. Et c'est Mmh. précisément ce genre de comportement et de positionnement politique que peut illustrer une histoire Mmh. comme celle que nous évoquons. Ouais, alors je vais vous présenter parce que je ne l'ai pas fait, je vous laisser développer là-dessus. Vous êtes président du mouvement Mossa Palatina également. Il y avait l'association Palatinou, je vous avais reçu il y a plusieurs mois de ça. Et pour ces questions-là, parce que c'est passionnant ce que vous nous dites, Nicolas Battini, sur aussi ces mouvements nationalistes que vous incarnez aussi véritablement et cette fracture entre les mouvements plus identitaires conservateurs et les mouvements plutôt de gauche. Ça, je vous renvoie, chers amis, à la grande vidéo qu'on avait faite avec Nicolas Battini il y a plusieurs mois en arrière. Tout est expliqué dedans. Je voulais vraiment qu'on axe là-dessus ce matin. Et vous êtes aussi auteur, il faut le dire, chers amis, jetez-vous sur ce livre-là. Bien entendu, vous le savez, Nicolas Battini, Sursaut Corse, l'identité plutôt que l'indépendance. Ces sujets-là, tu as déjà abordé. Si on commence à en parler, on va refaire l'émission là-dessus. Donc, je voulais qu'on aille beaucoup plus loin avec Nicolas ce matin. Et c'est chez qui? Ben, chez l'Artilleur. Hein, je suis désolé. Tous les semaines, je parle de l'Artilleur parce que c'est une très bonne maison d'édition. Et félicitations à eux pour ce très bon travail d'indépendance et de grand travail de précision éditoriale. On en a besoin dans ce pays. Ça nous sort de la soupe des prix littéraires en tout genre. Allez, on continue là-dessus. Nicolas, sur ces histoires d'enlèvement d'enfants, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'on a des éléments ou pas? Est-ce que c'est un réseau organisé? Est-ce que c'est manifestement quelques individus? Vous avez des informations là-dessus ou des analyses à nous donner ce matin? Écoutez, moi je pars de deux constats Ouais. euh, et d'un postulat. Le Mmh. postulat, c'est qu'il existe, nous le savons, dans le monde, des trafics et des réseaux qui pratiquent ce genre de choses sordides. Nous le savons. Deux constats. Le premier constat, c'est que nous avons pu apprendre il y a quelques semaines qu'une histoire de grande ampleur
organisés par des gangs d'origine pakistanaise en Angleterre pouvaient finalement tracer les mêmes contours de ce qu'on évoque, avec évidemment des gouvernements et des élites de gauche comme de droite qui se sont succédés en Angleterre et qui ont totalement tué cette réalité-là. Il a fallu des militants nationalistes anglais, anti-mondialistes, qui signalent, et populistes, qui signalent et qui se battent sur le champ de l'opinion en termes de diffusion pour faire connaître cela et aussi pour protéger finalement leur peuple et leurs femmes. Et un certain nombre d'entre eux l'ont même payé par de la répression en allant goûter à la prison pour des simples faits de liberté d'expression. On parle de Tommy Robinson notamment. Tommy Robinson. Absolument. Tommy Robinson que nous saluons et dont la libération nous réjouit au plus haut point. C'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que nous vivons en Corse dans une société qui globalement est une société particulièrement communautaire concernant sa population historique et autochtone. Tout le monde connaît tout le monde et il y a une forme de surveillance et de sécurité du quotidien qui s'établit de façon spontanée en ce que les gens, si j'ose dire, maintiennent entre eux une forme de surveillance spontanée, mais même positive et salutaire, parce que tout le monde ne fait pas ce qu'il veut. On le fait dans les villages français, Nicolas. Vous avez les voisins vigilants, c'est dans pratiquement tous les villages aujourd'hui. Donc, il y a un tel recul de l'État et de la force sécuritaire qu'on est obligé maintenant de nous surveiller, nous, les uns les autres. C'est quand même formidable. Absolument. En ajoutant un autre fait qui est un fait culturel, c'est qu'en Corse, il y a en soi une distance avec l'État et que les Corses ont toujours le sentiment d'avoir besoin eux-mêmes d'assurer en partie leur propre sécurité ou la sécurité de leur famille avec un rapport aux armes qui nous est d'ailleurs particulier en Corse. Donc, tout ceci concourt aussi à une forme d'atmosphère de sécurité pratiquée spontanément par les populations elles-mêmes, et puis un contrôle social qui s'exerce. Et puis, je vais vous dire une chose, un sentiment d'homogénéité communautaire qui fait que globalement, il n'y a que très peu de délinquance quotidienne parce que les gens sont liés les uns aux autres. Mais il est vrai que l'immigration massive que connaît l'Europe depuis un certain nombre de décennies n'a pas épargné la Corse. Et en Corse s'est constituée aussi une société parallèle qui vit à côté du peuple historique et qui génère de plus en plus de faits nouveaux en termes de délinquance, parce que précisément, ces éléments que je viens d'évoquer, de surveillance, de société de proximité, de gens qui se connaissent, ces effets-là sont annihilés de par le fait que deux sociétés, deux peuples, au moins, cohabitent en Corse. Et il est vrai que ce genre de faits, on parle de rapt d'enfants, commis par des gens issus de l'immigration musulmane, et c'est le cas à Ajaccio, parce qu'encore une fois, en tout cas, c'est le cas. En tout cas, le fait est avéré, un suspect est incarcéré et mis en examen, le fameux Bentafa Fouad. Ceci, c'est le deuxième constat que je voulais dresser. Ceci intervient aussi dans une période de 10 jours où d'autres faits similaires avec des profils similaires sont signalés à Bastia avec dépôt de plainte. J'ai reçu l'appel de la famille d'une des victimes présumées qui m'a expliqué, qui m'a signalé le dépôt de plainte effectué par la famille. Bref, cet état de fait nous pousse en effet à nous poser un certain nombre de questions. Je pense que ce sont des questions légitimes. On peut nous accuser de complotisme ou de je ne sais quoi, mais enfin, dans un pays où il n'y a jamais eu, où ce genre de faits n'ont jamais eu lieu, et que ces faits ont lieu, sont inédits et dans un délai de 10 jours, on est en droit de poser la question, en effet, d'une logique, non pas de coïncidence, mais de commanditation. Par qui, pourquoi, nous ne le savons pas. Ce que nous disons simplement, et c'est pour cela que nous avons organisé ces rassemblements à Bastia et à Ajaccio, déjà pour prendre le relais et pour compenser le silence absolu d'une élite en Corse qui est une élite d'un autonomisme vendu à la gauche parisienne et qui donc se tait dès lors que des suspects éventuels sont de l'origine que nous avons évoquée, pour les mêmes raisons qui poussent les mêmes genres de comportements du côté de LFI ou du côté d'une majorité de la gauche aujourd'hui en France, et pour que les autorités publiques prennent leurs responsabilités et informent l'opinion de l'état de la vérité et de l'état de la situation, notamment concernant les enquêtes qui sont en cours. Oui, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses là-dessus. D'ailleurs, je vais montrer, vous avez eu les honneurs, on en parlait en antenne, vous avez eu les honneurs de Corse ce matin, cher Nicolas Battini. Voilà, cette une Vox Populiste, vous pouvez aller retrouver l'article, bien entendu, sur le site de Corse Matin. Là aussi, et d'ailleurs, c'est intéressant, Nicolas, parce que j'ai lu le long tweet que vous avez fait sur X, notamment.
en réponse à cet article-là, et vous opposez le peuple face à l'oligarchie. Donc il y a une vraie réflexion dessus, dans le cadre corse, bien entendu, mais tout de même, ce peuple face à cette oligarchie d'une caste de fonctionnaires très grassement rémunérés et d'une population, d'un peuple qui ne veut pas perdre son identité et qui ne veut pas non plus à un moment donné subir ce que vous subissez aujourd'hui. Donc là aussi, cette situation finalement renvoie à quelque chose de beaucoup plus large, hein, j'ai l'impression en vous lisant, Nicolas. Absolument. Vous savez, je suis un nationaliste corse en ce que j'estime que je fais partie d'une communauté historique qui vit sur cette terre depuis des milliers d'années de peuplement et que nous sommes dépositaires d'un héritage ethnoculturel qu'il faut absolument préserver. Ne me demandez pas pourquoi. On ne demande pas à quelqu'un pourquoi il a envie de vivre. Je pense que c'est un sentiment tout à fait rationnel et naturel pour tout organisme vivant, qu'on parle d'un individu ou qu'on parle d'une communauté. Et qu'on parle aussi demain d'une nation ou d'une civilisation. Et c'est là où j'en viens, c'est que mon sentiment de nationaliste corse, qui ne souhaite pas l'indépendance vis-à-vis de la France, mais simplement une forme de reconnaissance identitaire afin de pouvoir préserver par la loi et par les institutions l'héritage que nous ont légué nos ancêtres en termes d'existence et d'identité sur notre propre terre, et bien ce sentiment nationaliste s'adjoint aussi à un sentiment d'appartenance plus large à cette grande civilisation européenne. Et je ne peux pas non plus faire l'économie d'une réflexion globale quant aux grands antagonismes qui sont en train de recomposer tout l'Occident depuis une dizaine d'années et qui globalement eh bien, se composent d'une opposition entre le peuple et les élites. Et c'est en cela que je converge aussi avec l'analyse d'un certain nombre d'acteurs politiques, bien au-delà de la Corse, concernant la France ou concernant l'Europe. Je crois en effet qu'il existe aujourd'hui un grand mouvement qui est décrit d'ailleurs par des sociologues, d'un point de vue scientifique, comme Fourquet, etc., de Sainte-Marie, qui ne font que constater, Vermeeren, mais aussi par des philosophes et des penseurs, tels que l'excellent David Engel, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui est l'auteur et qui est venu souvent sur Toxin, David Engel. D'ailleurs, qu'on salue, David. Voilà. Bien sûr, on le salue. C'est quelqu'un de tout à fait pertinent et talentueux que j'ai pu rencontrer à Bruxelles il y a peu à l'occasion d'un colloque organisé par ECR et qui est l'auteur du Déclin et qui pense en effet qu'on peut établir aujourd'hui une analogie entre ce qui se passe en Occident depuis une décennie et ce qui s'est passé dans la Rome antique au 1er siècle avant Jésus-Christ, où globalement l'on a vu s'opposer les optimates, les défenseurs des privilèges des patriciens qui s'étaient tout accaparés et qui avaient verrouillé la société sous la République romaine, et les populares, qui voulaient tout simplement défendre les intérêts du peuple en termes d'accès aux institutions, en termes de redistribution de richesses, et qui ont été guidés par un certain nombre de personnalités de chefs politiques, dont l'un les plus fameux, qui a franchi le Rubicon pour refaire rentrer les patriciens oligarques dans le rang qui s'appelait César. Donc, je pense en effet qu'on est en train aujourd'hui dans tout l'Occident de vivre ce genre de confrontation qui mènera à des basculements historiques que l'on peut pressentir. Et ma foi, en Corse, au sein de notre nationalisme, nous nous inscrivons parfaitement dans cette logique-là. Je crois qu'en Corse, il y a aujourd'hui un peuple historique, un peuple qui refuse de disparaître sur sa terre et qui n'acceptera pas le diktat que veut lui imposer l'élite qui aujourd'hui en Corse est au pouvoir, d'autant plus que cette élite est arrivée au pouvoir avec des revendications qui étaient des revendications de survie et de sauvegarde identitaire qu'elles ont totalement bradées. C'était quoi? C'était un cheval de Troie, Nicolas? C'était un cheval de Troie, finalement? C'était une tactique du cheval de Troie pour rentrer en Corse? Ou c'est que les gens, finalement, une fois au pouvoir, une fois qu'ils ont goûté au pouvoir, ils se sont adoucis par rapport à Paris et par rapport à la caste qui gouverne ce pays? Je pense qu'il y a eu les deux facteurs en même temps. Il y a eu un certain nombre d'idéologues qui ont pratiqué, en effet, une véritable stratégie de confusionnisme qui a permis, en effet, cette stratégie du cheval de Troie. Globalement, la gauche a compris en Corse, la gauche déconstructiviste, a compris dès les années 70 et 80 que si elle voulait agir en Corse, il fallait qu'elle agisse derrière le prisme de l'identité corse, quitte à le détourner, à en utiliser les mots peuple, culture, identité, langue, tout en le vidant de sa substance. Et il y a eu un certain nombre de gens qui ont suivi le mouvement, mais dont votre serviteur. Vous savez, moi j'ai été structuré, alors j'avais l'excuse de la jeunesse, mais j'ai été structuré dès mes 15 ans par cela. J'ai, en termes de repentance,
quelque chose à mon actif, c'est que je suis aujourd'hui à la tête d'un grand mouvement, non pas seulement de combat politique électoral, à la limite c'est un outil, un détail dans notre combat, mais de véritables réformes idéologiques pour rendre le nationalisme aux nationalistes. Bon, donc par conséquent, en effet, je pense qu'il y a eu les deux facteurs, à la fois d'abandon et de reddition opportuniste en se couchant devant la gauche parisienne et ses exigences, et en même temps des gens qui savaient parfaitement où ils allaient avec ce travail de subversion et de travestissement des termes.